Tendance première. Bonjour Françoise Bidard. Bonjour Véronique. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors votre parcours, il a été plein de changements. Oui. On parle de transition. Avec vous, on en a connu plusieurs dans votre parcours professionnel. Avant de trouver véritablement votre voie, vous avez commencé par la traduction. Vous êtes traductrice de formation. Oui. Et on va voir, il y a peut-être un lien d'ailleurs avec ce que vous faites aujourd'hui. Vous ne traduisez plus les mots, mais vous traduisez des sentiments, vous traduisez des émotions. Vous essayez de les interpréter également. La traduction, vous n'avez pas vraiment exercé parce que vous êtes orienté vers le marketing. Tout à fait, oui. Que vous avez exercé pendant plusieurs années. Oui. Et puis la restauration. Oui, pendant un peu par hasard, mais quand même. C'est plus le hasard. Un contrainte et forcée, plutôt. Oui. Vous avez repris la brasserie familiale à Liège. Ensuite, la brasserie a fermé. Vous avez vendu l'affaire. Oui. Et là encore, réorientation. Oui. Vous avez fait quoi ? Alors en fait, traductrice par passion pour les langues, donc très naturellement, j'ai adoré mes études ici à l'ISTI à Bruxelles. Et par contre, je suis plutôt une personne de contact, donc me retrouver 10-12 heures par jour derrière un ordinateur sans contact, très vite, ça ne m'a pas plu. Et donc je suis tombée un peu par hasard dans le marketing via, et j'ai appris sur le tas. Et j'ai beaucoup aimé parce que tant que j'apprends, j'aime. Et donc, j'ai changé un petit peu de parcours de plus petites structures à des multinationales. Et puis, malheureusement, mon père est décédé brutalement. Et je me suis retrouvée devant l'obligation, entre guillemets, d'aider ma famille. Ouais. Et donc, j'ai tout plaqué pour aller travailler dans une grosse brasserie à Liège. Et là, pour le coup, vous étiez en contact avec pas mal de personnes. Absolument, oui. Mais l'Oreca, c'est quand même 7 jours sur 7, de 9h du matin jusqu'à la fermeture. Le reste, vous balayez complètement. Et donc, je suis assez contente de l'avoir fait. Je suis assez fière quand même d'avoir pu aider ma maman à se mettre à l'abri. Et puis, ma mère prenant de l'âge et moi n'ayant pas voulu en fait choisir cette option-là par passion, à un moment donné, je lui ai dit « Maman, il serait peut-être temps de penser à la pension ». Et donc, j'ai essayé de trouver un repreneur. Et j'ai voulu retourner dans le marketing à 37 ans. Clac, trop vieille. Déjà ? Oui, je vous jure. Donc, on va devoir travailler jusqu'à 67, mais à 37, on est déjà trop vieux pour réintégrer. Et donc, je me suis dit que j'allais reprendre le travail d'assistante commerciale pour remettre le pied à l'étrier, avec une promesse de refaire du marketing qui ne s'est pas concrétisé. Puis, suite à un problème de santé, j'ai dû interrompre cette activité-là, et à mon retour, j'ai été licenciée en 3 minutes, en 2 cuillères de pot à confiture. Et je me suis dit, voilà, vu que j'ai repris des études de sophrologie entre-temps, avec cette idée de m'installer comme indépendante complémentaire dans quelques temps, je me suis dit, c'est le moment, c'est un signe, je me lance. Qu'est-ce qui vous avait au départ poussé à prendre des études de sophrologie ? Mais j'ai découvert la sophrologie il y a 22 ans, pour des raisons privées, d'anxiété, de stress de jeunes adultes qui se lancent dans la vie professionnelle en sentant déjà qu'il y a un truc qui ne va pas tout à fait dans les valeurs et dans les envies. Et après une quinzaine d'années, je me suis dit, cette méthode est juste trop fantastique, il faut absolument que je trouve un moyen de transmettre ce que moi j'ai reçu. Et je pense que je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui sans la sophrologie, qui m'a vraiment aidée au quotidien. Et donc j'ai entrepris des études à l'Association européenne de sophrologie, ici à Bruxelles. Et puis après, voilà, je me suis lancée. Lancée parce que cet accident, entre guillemets, de la vie, qui est votre licenciement, qui vous pousse finalement à vous dire, voilà, c'est le moment. Qui pousse, qui accélère en fait. Plutôt que de passer par la case indépendante complémentaire en réduisant un peu mon temps de travail, je me suis dit, c'est l'occasion d'y aller. Et j'y suis allée. Et sans regret. Aucun regret. Et votre parcours ne s'arrête pas là, on va le voir dans un instant. Mais on va peut-être rappeler ce que c'est la sophrologie. Exactement. Alors pour moi, la sophrologie, c'est vraiment un outil à utiliser au quotidien pour prendre conscience de comment nous nous sentons là maintenant, et en fonction de ça, arriver à équilibrer. Et donc, c'est pas du tout une méthode de relaxation uniquement, ce serait bien trop limitant. C'est plutôt en fonction d'une fatigue, d'une tristesse, d'un accablement, d'une forme, etc., trouver l'outil pour équilibrer.
Vous avez donc décidé de partager cela avec d'autres personnes et de pouvoir leur transmettre, vous l'avez dit, non seulement votre savoir, mais aussi vos connaissances et votre sensibilité. Et je trouve qu'avec la sophrologie, on rejoint quelque part un peu la traduction, même si au départ, la traduction, et ce qui vous a amené à la traduction, ce sont les livres. Ici, vous êtes dans une espèce de traduction de ce que les autres peuvent ressentir. Essayez de les aider aussi à comprendre ce qu'ils ressentent, essayer de les aider à comprendre leurs émotions, les traduire pour mieux pouvoir les gérer ou vivre avec. Mais écoutez, j'avais jamais pensé à ça dans ces termes-là, donc merci Véronique. Mais c'est pas bête, oui. En fait, c'est vraiment permettre aux personnes de prendre un temps pour se poser, s'écouter et finalement, oui, traduire elles-mêmes ce qu'elles ressentent pour trouver les solutions par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Quand vous vous êtes lancé dans la sophrologie, comment vos proches ont-ils réagi? C'était une évidence pour eux, presque plus que pour vous, ou bien vous avez dû un peu convaincre? Alors, convaincre, c'est pas trop mon truc. Ça déjà, vous en foutez, en fait. Je m'en fous un peu. Oui, en fait. Mais l'entourage, c'est vrai qu'il a été partagé. Donc il y a les personnes pour lesquelles c'était une évidence. Oui. Et qui ont dit, oui, ça c'est vraiment ta voix, c'est chouette que tu la trouves. Et puis il y a aussi les personnes qui ont été très dubitatives, type, mais tu ne vas jamais y arriver, très encourageant, merci les gars. Finalement, c'est plus un défi qu'autre chose, mais les jours où on est un peu moins bien, c'est pas terrible comme réaction. Et puis il y a aussi les personnes auxquelles ça fait peur. Parce que quand quelqu'un plaque tout pour changer de vie, ça peut être confrontant aussi par rapport à soi-même. Oh là là, moi je suis pas terriblement bien. Et donc ça peut soit être encourageant, soit ça peut être confrontant. Il peut y avoir de l'envie aussi, non? Elle ose. Peut-être. Elle ose. Peut-être, mais ça on ne va pas me le dire. Non, évidemment. Voilà, mais je préfère être un exemple que d'être limitante. Si vous n'aviez pas été licenciée, vous pensez que vous auriez mis plus de temps à passer le pas et à vous lancer dans cette carrière, de cette nouvelle vie? Oui. Oui, clairement, parce que j'aurais choisi la sécurité, de garder un emploi salarié pour développer une patientèle, une clientèle, parce que c'est vrai qu'indépendante dans le bien-être, de zéro comme ça à 45 ans, paf, du jour au lendemain, faut quand même oser. Faut oser. Et vous l'avez fait? Bah oui. Et sans regret? Ah non. On le sent bien. Ouais. Mais vous vous êtes pas arrêté à votre formation de sophrologie. Vous êtes devenu également hypnothérapeute. Oui. Parce qu'en fait, la gestion du quotidien, c'est très très bien. Mais parfois, les personnes ont des nœuds à l'intérieur qui bloquent vraiment. Et parfois, les personnes ne savent même pas d'où ça vient. Et la sophrologie, dans ce cas-là, ça va plutôt être un pansement sur une jambe de bois. Ça va permettre à la personne de tenir, de s'adapter, etc. Mais le nœud profond n'est pas résolu. Et je pense que c'est très très important quand on est dans la relation d'aide, de savoir où sont nos propres limites. Et donc, très volontiers, j'ai renvoyé vers des collègues, que ce soit des ostéopathes, des psychiatres, des kinésiologues, des hypnothérapeutes, pour aider la personne à aller dénouer le nœud. Et puis un jour, je me suis dit, mais j'aimerais bien moi aussi pouvoir aller plus loin. Et de nouveau, toujours cette idée de continuer à apprendre. Et donc, je me suis lancée dans des études à l'Institut Milton Erickson de Bruxelles, à l'IMEB. Et ça a été vraiment une révélation aussi, parce que je ne savais pas à quel point cet outil allait être extraordinaire pour aider les personnes à se réaliser. On va comprendre tout cela avec vous juste après, Raphaël. Merci. 10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. On parle avec Françoise Bidard de sa transition. Aujourd'hui, elle est sophrologue, hypnothérapeute. D'ailleurs, vous aimeriez privilégier un peu plus l'hypnothérapie que la sophrologie. C'est pas assez complémentaire, non? Faire les deux, vraiment? Oui, c'est très complémentaire. C'est deux briques qui s'assemblent. Oui. L'une répond à l'autre. Et on vient vous trouver plutôt pour l'un, pour l'autre aujourd'hui? C'est 50% en fait. Oui. Et puis les personnes passent d'une technique à l'autre parfois, quand c'est nécessaire. C'est vraiment les deux, c'est chouette. Vous dites que vos débuts ont été rock'n'roll. Un peu, oui. Ça veut dire commencer à exercer dans une ville où on vient de déménager par amour. Et donc, on ne connaît personne. Donc, il a fallu se faire connaître parce que les gens n'attendaient pas après Françoise Bidard pour aller mieux. Donc, il faut se faire connaître un petit peu. Et là, ce sont les techniques de marketing qui m'ont aussi aidé
À vendre un chouette produit, c'est-à-dire moi. Un lien quand même encore avec le reste de votre vie professionnelle. Oui, tout à fait. Et tout ce que j'ai appris avant m'a vraiment aidé et continue à m'aider aujourd'hui. Vraiment, ça c'est clair et net. Donc au début un peu ramé, et puis... Mais le temps de contacter les autres professionnels et puis de se lancer, de créer un site web, de contacter les premières personnes et puis le bouche à oreille qui commence et puis d'autres choses. Aujourd'hui, ce site s'appelle sofrebel.be, c'est ça ? Oui. Sofrebel.be. On y retrouve toutes les informations sur votre travail aujourd'hui. Et je vois que vous travaillez en entreprise également. Oui. Ça, c'est plutôt neuf, la sophrologie en entreprise, non ? Oui, et ça reste quand même encore assez confidentiel parce qu'avec cette nouvelle loi sur les psychothérapies et sur les risques psychosociaux dont les patrons doivent être informés maintenant et doivent mettre des mesures en place, mais j'ai l'impression que ça reste quand même encore un peu confidentiel et parfois des écrans de fumée aussi. C'est-à-dire, on va mettre un petit truc en place, comme ça, s'il y a quelqu'un qui ne va pas, on pourra en plus l'enfoncer en disant « Mais enfin, il y a des trucs de yoga, de sophro, et tu vas encore mal. » Donc parfois, c'est un petit peu à double face. Vous n'êtes pas la première à le dire, ce genre de choses par rapport au milieu professionnel. Je pense qu'on en fera certainement un dossier un de ces jours pour essayer de voir un peu ce qu'il en est. Effectivement, quand vous voulez, oui. La non-autorisation à aller mal. Ah oui, non, ça c'est clair. Les ateliers en entreprise, tout le monde va bien, mais vient juste voir de quoi il se passe, enfin ce qui se passe, de quoi il s'agit. Et donc, mais moi je m'en fous un peu parce que je parle coût de l'absentéisme et chiffres avec les patrons, mais dans mon atelier, ce sont des techniques pour aller mieux au niveau professionnel et privé. Donc voilà, c'est tout bénef. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion parfois où l'entreprise attend de vous que vous disiez ce qui ne va pas, pourquoi cette personne ne va pas bien et que vous la preniez complètement en charge quelque part ? Non. Ça, j'ai jamais rencontré, et de toute façon, ce serait non, parce que ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, les gens qui n'osent pas, c'est dans mon cabinet privé que je les retrouve. Et le burn-out, c'est quand même un gros problème. On tient, et puis après, on s'écroule. Et c'est vraiment le retour au corps qui va permettre à la personne de se reconstruire. De reprendre pied dans la vie, dans la réalité. Oui. Et dans son travail par la suite. Absolument, oui. Et parfois, il y a aussi cette problématique de déprime qui peut s'ajouter au burn-out. C'est pas du tout la même problématique, mais ça peut s'ajouter quand quelqu'un a surinvesti son travail et que le travail flanche. Qui suis-je ? À quoi suis-je bon encore aujourd'hui ? Et donc la déprime peut arriver aussi. Et là, de nouveau, c'est le retour au corps qui va vraiment permettre à la personne de rebondir. Vous en parlez clairement d'expérience, puisque vous avez été licencié vous-même, vous avez dû changer de trajectoire professionnelle, parfois par choix, parfois par obligation. Donc c'est des choses finalement qui vous ont bien imprégné aussi. Oui, sauf que moi j'ai eu la chance de ne pas être en burn-out ni en dépression. Oui. Bon, je ne dis pas que j'ai pas eu des moments un peu down ou un peu de déprime momentanée, parce que c'est clair que c'est pas toujours marrant, mais j'ai eu cette chance-là. Mais voilà, d'autres aléas de la vie m'ont confrontée à d'autres difficultés, et c'est vraiment la sophro qui m'a permis de me recentrer, de retrouver ma force pour pouvoir rebondir, et c'est ce que je propose aux personnes avec la sophro. Comment ça se passe l'hypnothérapie ? Alors, l'hypnothérapie, c'est toujours partir de la demande précise de la personne. Ça peut être du psychosomatique, des douleurs inexpliquées qui ne partent pas, des maladies bizarres. Ça peut être un manque de confiance, ça peut être un deuil difficile, ça peut être un défi professionnel, ça peut aussi être tout ce qui est augmentation des compétences dans le domaine sportif, artistique ou autre, pour être au top de ses possibilités. Et on part de la demande, puis on va voir ce qu'il y a lieu de faire, toujours en collaboration avec la personne. Il faut vraiment lâcher cette image de l'hypnose de spectacle qui c'est compliqué, encore cet été, on a eu droit à ce genre d'émission. Oui, ne m'en parlez pas. Ne m'en parlez pas, parce qu'après, je dois rassurer les personnes. Jamais quelqu'un ne fera ou ne dira quelque chose qu'il n'a pas envie de faire ou de dire. Et il faut vraiment rassurer la majorité des personnes là-dessus. Et moi aussi, au départ, je me disais, oh là là, j'ai pas du tout envie de faire la poule en caquetant par terre à quatre pattes. Déjà, à quoi ça sert ? Et deuxièmement, j'ai pas du tout envie qu'on me contrôle. Je pense que ça, c'est vraiment la peur principale de tout être humain.
Et donc ça, il faut vraiment lâcher. Je pense que les hypnotiseurs de foire font ça très très bien. C'est un chouette divertissement, mais ça n'a rien de thérapeutique ni de médical. Et il faut faire la part des choses. Oui, vous n'êtes pas du tout dans la même veine et les gens ne perdent pas le contrôle avec contraire. vous et avec le travail que vous faites avec eux. Puisque... Non, ils vont retrouver le contrôle sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Dans les phobies, dans les douleurs, dans l'anxiété, dans les troubles de sommeil, la personne n'a plus contrôle. Quelles sont vos envies pour demain, pour votre propre parcours ? Ben là, franchement, avec la sophro et l'hypnose, je suis vraiment très très contente pour le moment. Il y a encore des tas de techniques en hypnose que je voudrais ajouter à mon éventail. Et puis, dans quelques années, à mon avis, je rajouterai encore autre chose. Mais une autre petite brique. On verra. Je ne veux pas trop me disperser non plus parce que je veux rester vraiment concentrée. Et il y a une formation continue, que ce soit en sophro ou en hypnose. Je continue tout le temps à être en formation pour rester dans le bain. Et c'est déjà pas mal, mais voilà, il y a 2-3 petites choses qui me tenteraient peut-être, mais on en parlera peut-être plus tard. On a parlé des entreprises, mais est-ce que vous travaillez avec des enfants aussi ? Non, moi je ne travaille pas avec des enfants. Je commence vers 12-13 ans. Donc quand la parole est déjà bien développée et que je peux vraiment avoir un dialogue complet avec l'enfant. J'ai des collègues, dont Anne Uzel aussi, qui fait ça avec des enfants, ou François Singer, qui sont vraiment des spécialistes pour la petite enfance, qui viennent de la même école que moi, et qui ont des outils spécifiques qui sont développés. Et donc, on ne fait pas de la sophro avec un enfant de 5-6 ans de la même manière qu'avec un ado de 15 ou avec un adulte. Et de 12 à 99, moi, je trouve que la palette est assez large pour moi. On ne peut que donc vous souhaiter tout le meilleur. Mais merci. Pour la suite. Et bien sûr, de poursuivre votre parcours. On peut vous le souhaiter un peu moins rock'n'roll quand même ? Et un peu plus serein, c'est bon ? Oui, là, c'est bien. Merci. Une espèce d'équilibre. Il est là, c'est bon, on peut continuer. Pour les personnes qui auraient envie de changer, mais qui n'oseraient pas, vous leur diriez quoi ? Je leur dirais de se faire aider aussi. De bien réfléchir, de quoi est-ce que j'ai besoin, mais vraiment dans le détail, matériellement, de combien est-ce que j'ai besoin pour pouvoir tenir. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut m'aider, que ce soit la famille, les maris, l'entourage en général. Combien de temps est-ce que je me donne avant de réfléchir à nouveau et de me rasseoir avec mes chiffres, etc. Et en fonction de ça, voir si c'est viable ou pas. Il y a aussi toutes ces coopératives d'entreprises qui sont vraiment bien pour lancer les projets, comme CréaJob. Moi, je suis passée par CréaJob. Et donc là, ça permet de tester l'activité et de voir si ça va être viable ou pas. Parce que vous pouvez être le meilleur, vous pouvez avoir la meilleure idée, la meilleure technique ou le meilleur produit, peu importe. Si la demande du marché n'est pas là, vous allez trébucher, ça ne va pas aller. Et donc, il faut être réaliste aussi à ce niveau-là, et avec des chiffres en main, voir si ça va tenir le coup ou pas. Et puis, il faut un peu de chance aussi dans la vie. Et vous n'en avez pas manqué ? Non. Ouais, c'est bien. La bonne étoile est avec vous, pourvu que ça dure. Aussi. Et on vous le souhaite. Je vous remercie. On vous souhaite une belle journée, une bonne continuation. Merci Françoise Bidard. Merci à vous, Véronique. À bientôt.